Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons l'actualité aujourd'hui avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Pierre Jacquemin, bonjour à vous, rédacteur en chef de la revue Regard. Je rappelle votre livre Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Judith Weintraub, bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. 14 juillet, fallait-il maintenir le défilé militaire? Fallait-il rendre hommage aux médecins? Qui ira? Quels sont les médecins qui iront? Paradoxe, alors que les médecins alertent sur le fait que les choses ne bougent pas tellement à l'hôpital. Il va y avoir des mobilisations, des manifestations. Est-ce que ce n'est pas un petit peu curieux, cet hommage? Est-ce qu'il fallait leur rendre hommage? On va débattre là-dessus. Est-ce qu'il faut accélérer le déconfinement? Vous l'avez entendu, le professeur Delfrécy a annoncé ce matin que l'épidémie était contrôlée, maîtrisée. Donc les restaurateurs, une lettre ce matin dans le Figaro, lettre ouverte publiée, signée par de très grands restaurateurs, Guy Savoy, Hélène Darroze, Jean-François Piège, Yves Cordebord, qui demandent à ce que les restaurants ouvrent plus tôt. Donc est-ce qu'il faut y aller plus vite? Et puis Édouard Philippe, doit-il rester Premier ministre? On va voir si on a le temps d'aborder tout ça. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, commençons avec Judith, avec vous. Oui, alors moi c'est un coup de gueule contre une grande école de commerce de Nantes qui s'appelle Audencia, qui a décommandé un historien spécialiste de Napoléon qui s'appelle Thierry Lenz, qui vient d'écrire un dictionnaire historique de Napoléon. Et la raison, c'est que la direction de l'établissement ne souhaitait pas valoriser l'héritage napoléonien en cette période. Elle a bien sûr agi sous pression indigéniste. Vous savez ce que c'est que l'indigénisme? C'est cette lecture de la société qui passe tout au prisme de la grille dominant-dominé. Soit vous êtes dominant et vous avez toujours tort, soit vous êtes dominé et vous avez toujours raison. Voilà, alors c'était mon coup de gueule et ce n'est pas sans lien avec la manif pour Adama Traoré qui s'est déroulée avant-hier. Moi je trouve ça dramatique que les dirigeants d'école, notamment dans l'enseignement supérieur, parce que c'est un phénomène déjà ancien, cèdent systématiquement sous la pression de ce courant de pensée, si on peut appeler ça comme ça. Vous vous rappelez Alain Finkielkraut qui a eu des problèmes pour tenir une conférence à Sciences Po. Vous vous rappelez Elisabeth Badinter, pareil à Bordeaux, parce que les néo-féministes n'en voulaient pas. Si les dirigeants de ce pays, si ceux qui sont aux manettes dans la sphère intellectuelle mais aussi politique cèdent, on va vraiment, pour le coup, arriver à une situation aussi dégradée qu'elle l'est aux États-Unis. Et la remarque vaut aussi d'ailleurs pour Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui n'a rien trouvé de mieux que de saluer un incroyable rassemblement à propos de la manif à Adama Traoré. Je pensais qu'on n'en parlerait pas. Ça me permet de soutenir à l'antenne, je l'ai fait sur Twitter, Laurence Taillade qui était avec nous hier, qui suite à un débat sur une radio concurrente face à Rokhaya Diallo a émis certaines réserves sur Adama Traoré. Elle s'est fait pourrir sur Twitter ainsi que Jean-Christophe Buisson, journaliste au Figaro, et son adresse a été dévoilée, son adresse personnelle. Donc on arrive à des degrés quand même d'abjection des deux côtés certainement, mais en tout cas là d'abjection rarement atteint quand même, qui sont et soutenus évidemment par un certain nombre de personnes juste parce qu'elle a émis une opinion différente. Donc voilà. Et puis alors j'en profite, pardon, je prends la parole. Moi c'est Virginie Despentes qui m'a horripilé, c'est-à-dire cette tribune, cette lettre ouverte à ses amis blancs dans laquelle elle commence en disant je n'ai pas vu de ministre noir. Il y a eu des ministres noirs, tout le monde le lui a rappelé sur Twitter. Léon Bertrand qui a été ministre du tourisme, il y a eu Gaston Monnerville qui a été également vice-président, qui a été président du Sénat, et surtout Virginie Despentes, c'est un petit peu ces gens, ça rejoint ce que vous disiez Judith, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent dire n'importe quoi, ils ont tribune ouverte, d'autres disent des choses, on leur conteste la parole, et on ne sait pas sans rappeler que Virginie Despentes avait
avait dit des horreurs sur Charlie Hebdo. Je pense que ce que je viens de dire va faire réagir notre ami Pierre Jacquemin, mais je suis assez... Je suis un grand lecteur de Virginie Despentes et surtout je suis très attentif à... Séparer la femme de l'œuvre. À son propos. Non, je ne sépare pas la femme de l'œuvre et de l'artiste, enfin de l'écrivaine qu'elle est. Je pense que des voix comme celle de Virginie Despentes sont utiles, et quand elle dit qu'effectivement on n'a pas dans l'histoire de France de ministre noir, c'est qu'elle pose là une question qui est de la visibilité de certaines personnes dites racisées. Je sais que ça va faire bondir sans doute Judith. Mais enfin, Christiane Taubira, Ramayat, enfin il y en a quand même eu un paquet, non ? Valérie, vous en citez peut-être 10. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans les médias, dans la politique, dans les administrations, dans les grandes entreprises, les personnes dites racisées n'existent pas. Elles sont absolument invisibles. Et regardez, dans tous les débats qu'il y a pu y avoir autour du sujet et de la mobilisation de solidarité qui s'est organisée autour du combat de Assa Traoré, dans les plateaux de télévision, sur les émissions de radio, rarement on voit des personnes racisées parler justement de ce combat-là. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit parce qu'il est question d'une personne noire, il faut que ce soit des personnes noires qui en parlent, mais quand même, il faut que les premiers concernés puissent être... Mais Virginie Despentes dit... Valérie, je finis juste là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a sans doute un moment de crispation et de grande tension qui se joue en ce moment dans la société, mais ça a aussi à voir avec le déni qui existe. Quand M. Castaner, quand la porte-parole du gouvernement nous explique qu'il n'y a pas de violence policière dans ce pays, ça veut dire qu'on ne réglera jamais le problème tant qu'on ne voudra pas voir le problème qui existe aujourd'hui dans les quartiers, notamment parce que ça se joue dans les quartiers. Le contrôle au faciès, c'est tous les jours pour les gamins noirs ou les gamins typés maghrébins dans les quartiers. Tant qu'on ne voudra pas reconnaître que ça existe, tant qu'on ne voudra pas mener des politiques de discrimination positive telles que ça peut se faire aux États-Unis, on ne réglera pas le problème et on créera des tensions qui iront effectivement jusqu'à des prises de parole qui sont des paroles violentes. Mais je suis désolé, mais dans la société, il y a cette violence qui s'exerce en permanence contre les personnes racisées. Et l'invisibilisation de ces personnes-là est une violence. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Je suis d'accord avec ce que vous dites. De dire qu'il n'y a pas eu de ministre, qu'elle n'a jamais vu de ministre noir en France, elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas dire ça. Elle peut dire il y en a eu très peu. Mais elle peut pas dire. Christiane Taubira qui a occupé un grand poste à responsabilité comme garde des Sceaux, mais citez-en d'autres qui ont eu des grands postes, des femmes ministres, des femmes premiers ministres. Ça n'a pas existé. Des femmes premiers ministres. Des femmes premiers ministres, il y en a eu qu'une jusqu'à maintenant. Je vous signale, il y en a eu qu'une. C'est pas parce qu'il y en a eu. Non, mais il n'y a pas de. Non, mais on va pas faire un débat. On peut dire qu'il y a eu des femmes premiers ministres. D'accord. Mais on va pas se renvoyer les trucs. Mais il n'y a pas eu de handicapés non plus. Enfin, si, il y en a eu un, Gilibert. Mais bon, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que elle peut dire n'importe quoi, en gros, et elle a tribune ouverte. Alors effectivement, c'est une artiste. Elle n'a pas dit n'importe quoi. Elle n'a pas dit n'importe quoi, Valérie. Elle n'a pas dit n'importe quoi. Elle est dans l'excès absolu, bref. Je sais pas, Nicolas Corato. Valérie, sur le nombre d'entreprises qui existent dans le monde entier aujourd'hui et sur les entreprises du CAC 40, vous allez peut-être trouver une femme noire, encore qu'il n'y a pas beaucoup de femmes déjà à la tête des entreprises du CAC 40, mais il n'y a pas de femmes noires. Et ça, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, c'est pas un problème. C'est un problème. Il faut se rendre compte de l'invisibilisation. Et pardon, mais dans l'histoire de la Ve République, on ne peut pas dire que les personnes racisées étaient très présentes et occupaient des postes à responsabilité de premier plan, des postes régaliens, à part Christiane Taubira, qui ont existé dans la Ve République. C'est une vérité, ce n'est pas une exagération que de le dire. Nicolas Corato, vous voulez participer au débat? Je ne vous entends pas. On l'entend pas. Et je ne sais pas si... On vous entend ou vous entend pas? Non. Oui, ça y est, allez-y, on vous entend. J'aime beaucoup Virginie Despentes, j'aime beaucoup son œuvre. Moi, je trouve normal qu'un écrivain de cette trempe-là ait un accès aux tribunes. Après tout, je vais vous dire, il y a aussi beaucoup de gens qui ont accès à des tribunes qui sont, à mon avis, bien moins légitimes et intéressant à lire ou à écrire que Virginie Despentes. Donc, personne ne veut l'empêcher de parler, on veut juste dire qu'elle a dit des conneries. Non, mais là, puisque la question a été posée, puisque vous posiez la question, Valérie, sur le fait qu'elle avait toujours des tribunes libres, moi, ça me paraît pas choquant qu'elle ait toujours des tribunes libres, et je pense que c'est important dans le débat public. Elle peut en avoir, c'est pas la question. Oui, mais la question est des voix un peu différentes et des arguments peut-être un peu différents sur ces sujets. Après, sur le sujet du racisme, c'est un mal français, mais c'est pas qu'un mal français, on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis. La question, c'est comment on lutte contre le racisme. Et on voit bien qu'il y a deux approches. Il y a une approche traditionnelle républicaine qui a toujours considéré que le mérite allait l'emporter, mais on en voit aussi les limites aujourd'hui de cette approche, c'est-à-dire qu'effectivement,
ça n'a pas réglé les problèmes et on n'a pas beaucoup avancé sur la place dans la société de personnes qui auraient droit finalement par leur mérite à y accéder. Donc se pose l'autre question l'autre approche qui moi me pose toujours un peu problème, mais qu'il faut affronter en face. Et effectivement, est-ce qu'on doit aider à la visibilité, à la représentation, il faut le dire, de certaines communautés? Moi, ça me pose un problème, cette approche un peu communautariste, mais il faut se poser la question en face, parce que ça fait 40 ans qu'on essaye de lutter contre le racisme dans ce pays, de manière, je veux dire, politiquement visible, et qu'on a quasiment aucun résultat. Donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai débat, et je pense qu'on peut l'avoir avec des personnes qui ont des points de vue complètement opposés. Moi, j'ai autant apprécié la tribune de Virginie Despentes que celle de Caroline Fourest, et je trouve qu'il faut un débat sur ce sujet et qu'on ait un débat un peu apaisé sur cette approche et la manière dont on lutte contre le racisme. Mais regardons les choses en face. Alors, passons. Bon, voilà, ça a été un longue digression. Pierre Jacquemat, votre coup de cœur. Oui, j'ai un coup de cœur sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. On a vécu un moment comme on en voit rarement. Il se trouve que le groupe de la France Insoumise a profité de sa niche parlementaire pour organiser un débat sur la question des frais bancaires, et la proposition de loi du député Alexis Corbière a suscité un débat que je trouve de très grande qualité. D'abord parce que le sujet concerne tous les Français. Il ne faut pas considérer que la question des frais bancaires ne concernerait que les clients les plus fragiles des banques ou les plus pauvres des banques. Ça concerne les entreprises, ça concerne les petites entreprises, les TPE, les PME. Toute la société française est concernée par ces histoires de frais bancaires, et surtout dans la période que l'on vient de vivre avec la période du confinement. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à la fois, d'abord, le ministre de l'économie était présent et répondait à chacune des interventions et de la présentation qu'Alexis Corbière a pu faire de sa proposition de loi. Mais surtout, fait rare, 6 groupes sur les 10 groupes de l'Assemblée nationale, dont des groupes qui ne sont pas franchement des groupes alliés et amis de la France Insoumise. Je pense à l'UDI ou Territoire et Liberté, ou même le nouveau groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, le groupe qui est parti de la majorité En Marche pour créer son propre groupe, ont voté pour cette proposition. Je crois que les frais bancaires aujourd'hui s'élèvent à hauteur de 7 milliards d'euros pour les banques en France. Et donc, il y a, je pense, un sujet effectivement à réglementer et à plafonner les frais bancaires. Et je pense que ce débat était de haute qualité hier. Et j'ai trouvé que justement, les réflexes des uns et des autres, parce que c'est la France Insoumise ou parce que c'est un tel, on va voter contre. Hier, on a eu un bel exemple, un beau débat et un beau moment de démocratie, je pense. Et c'était à l'initiative d'Alexis Corbière et de son groupe de la France Insoumise. Et je trouve que c'était à saluer, d'autant que l'enjeu est, à mon avis, colossal, notamment pour les petites entreprises, les PME, les TPE, en ce moment, qui vivent des moments difficiles après la période de confinement, mais aussi, évidemment, pour tous les particuliers qui, chaque mois, parce que ça avait été refusé, une première fois. Ça a été refusé. Alors, par ailleurs, la proposition de loi contre le vote de La République En Marche, du MoDem, d'Agir et des Républicains, évidemment, n'est pas passé. Mais quand même, c'est à noter, 6 groupes sur 10 ont voté pour cette proposition. Qui était pour. Allez, on marque une petite pause. On va se retrouver avec, dans quelques instants, le coup de cœur de Frédéric Dabi et le coup de gueule de Nicolas Corato, à suivre dans un instant. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble avec Pierre Jacquemat, Judith Weintraub, Frédéric Dabi et Nicolas Corato. Frédéric Dabi, votre coup de cœur? Mon coup de cœur, Valérie, mon coup de cœur, c'est pour Laurent Russier. Laurent Russier, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le maire de la ville de Saint-Denis, une des plus grandes villes d'Île-de-France. Il est en situation très délicate pour les élections municipales. Il avait été devancé le 15 mars par le socialiste Mathieu Hanotin, qui depuis toujours lorgne sur la ville de Saint-Denis. Or, Laurent Russier, qui est le maire communiste, avait noué une alliance avec un de ses anciens premiers adjoints pour le second tour, monsieur Barry Bakayoko, soutenu par la France Insoumise. Et c'est vrai que cette alliance pouvait être intéressante puisqu'elle lui permettait, grâce aux 18% de cette liste d'hiver gauche de la gauche, d'arriver peut-être en tête. Or, à la dernière minute, Laurent Russier a refusé cet accord du fait de la présence sur la liste de monsieur Bakayoko, de Majid Messaouden, quelqu'un de la mouvance, pour reprendre le terme de Judith, indigéniste, qui a eu des positions controversées sur la laïcité, sur l'égalité femmes-hommes. On se souvient de ces jeux de mots de très mauvais goût au moment de la mort de Mohamed Merah lors de l'assaut du RAID. Et clairement, Laurent Russier a pris un risque très important. Les listes de gauche vont partir séparées et le PCF, Laurent Russier, risque de perdre une ville très importante. Très clairement,
je ne rentre pas dans le détail politique, mais on a le cas où un maire sortant a préféré perdre une élection que de perdre son âme. C'était la fameuse phrase, vous en souvenez, de Michel Noir au sujet des alliances entre le RPR et le Front National de l'époque. C'est extrêmement rare pour être souligné. On sait très bien que beaucoup d'élus, pour conserver leur poste, sont prêts parfois à des alliances contre nature. Commentaire sur ce que vient de dire Frédéric Judith. C'est très bien, mais c'est peut-être un peu tardif, parce que je rappelle que Majid Messaouden a été élu sous la précédente mandature grâce à ce maire. Mais enfin, tant mieux, il change. Alors, je nuance un tout petit peu. Laurent Russier est arrivé en cours de mandat. Il a remplacé Monsieur Paillard, Didier Paillard, et il n'était pas, c'est pas quelqu'un qui était sur la liste du maire communiste. C'était un allié, effectivement. Mais je peux me permettre, juste, j'entends souvent d'ailleurs sur cette antenne Sud Radio des propos présentant Majid Messaouden comme étant une personne infréquentable. Vous avez fait le poids sur le bilan de son action à la tête de la mairie de Saint-Denis à M. Messaouden. Il faut aussi observer ce qui s'est passé, quel est le bilan et quelle est la politique conduite. Je trouve ça scandaleux ce qui se passe à Saint-Denis. Je trouve que pour une raison, en plus le maire a écrit une lettre de 2 pages pour dénoncer le fait que Messaouden serait sur les listes de la France Insoumise et que donc à ce titre-là, parce qu'une personne en l'occurrence serait sur une liste de la France Insoumise, soutenue par la France Insoumise, il ne pourrait pas faire alliance. Ça veut dire absolument pas ça. Ça veut dire que le maire a effectivement quasiment acté que les communistes allaient perdre une mairie qui est une mairie plus qu'un fief pour les communistes et qui donc allait donner la mairie clairement à Mathieu Hanotin, le candidat socialiste. Je trouve ça absolument scandaleux. C'est un jeu politicien. On est vraiment dans la politique politicienne qui est vraiment pas du tout ce que vous décrivez, Frédéric Dabi, qui serait de dire je me lave les mains en me séparant de Majid Messaouden, alors qu'il y a quand même des centaines de personnes, des milliers de personnes qui vivent à Saint-Denis et qui espèrent avoir... Écoutez, j'ai lu un papier dans Marianne qui disait Majid Messaouden est bien davantage connu pour son militantisme médiatico-numérique que pour son action sur le terrain. Donc voilà. Après, le nom de Marianne, ça ne m'étonne pas, Valérie, évidemment. Mais il avait juste dit à propos de Mohamed Merah, le présumé tueur n'est pas resté cachère très longtemps. Bon. Rien que ça, je suis pas sûr que ça disqualifie pas quelqu'un, quelles que soient ses actions. C'est quelqu'un qui a une vision racialiste de la société. Hein. On l'a beaucoup vu pendant la marche contre l'islamophobie. C'est son activité principale. Et alors, moi j'étais aussi à la marche sur l'islamophobie. Ça fait pas de moi quelqu'un d'infréquentable, je crois. Hein. Je pense qu'il y a des combats. Non, mais quelqu'un qui... Il y a quand même des combats. Et les combats qui sont les siens, il faut aller vivre dans les quartiers de la Seine-Saint-Denis. Il faut aller vivre là-bas où il faut comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans ces quartiers. Où oui, il y a une domination. Vous parliez de rapports de domination tout à l'heure, Judith. Oui, il y a des rapports de domination et il y a du racisme qui s'exerce. Donc je pense que des communes comme Saint-Denis doivent être gérées par des élus qui mènent des politiques profondes de transformation. Mais là on parle, vous dites des élus. On parle d'une personne en particulier. On parle d'une personne qui organise des meetings avec Tariq Ramadan, qui parle de Merah en disant il n'est pas resté cachère, qui a une vision quand même, comme le disait Judith, racialiste des choses. Donc on peut imaginer que le maire n'ait pas forcément envie d'avoir quelqu'un comme ça dans sa commune. On ne peut pas parler d'élus comme cela. Nicolas, je vais me permettre de répondre puisque c'est moi qui... Par ailleurs, la France Insoumise a décidé de ne pas maintenir sa liste. Vas-y, Frédéric. Oui, Nicolas. Ce que je voulais dire simplement, effectivement, le maire Laurent Russier a publié sur Facebook une très longue lettre, ce qui était très intéressant. Alors Pierre, je te crois dans c'est vraiment le rôle d'un maire. Mais elle n'est pas du tout polémique. Il a mis en garde contre le programme de Mathieu Hanotin, qui est une personne de gauche. Il a seulement dit qu'avec M. Messaouden, il était impossible d'apporter de la concorde, de la sérénité et une manière sereine de régler les débats et les problèmes qui se posent à la ville de Saint-Denis. Pour avoir travaillé pour la ville de Saint-Denis, l'action de Laurent Russier était très fortement soutenue. Bon, peut-être si je peux dire Nicolas. Un mot, je pense que personne n'est infréquentable en politique, c'est pas un sujet. Après là, on joue sur
sur des concepts politiques très forts. Bon, moi, j'ai toujours dit que dans les municipales, il fallait regarder avec attention le vrai clivage qui va se marquer entre les républicains et les communautaristes, et que on sait qu'il y a eu des gestions communautaristes à gauche et à droite de grandes villes, de banlieues, de grandes villes de France, et que le sujet il est là, c'est-à-dire savoir est-ce qu'on fait république dans une commune, est-ce qu'on a un programme républicain ou est-ce qu'on joue sur les communautaristes. Moi, je remarque que le maire sortant de Seine-Saint-Denis a pris un arbitrage très fort, très clair, qui va certainement lui coûter cher électoralement, mais qui au moins clarifie une ligne politique qui, à mon avis, n'était pas claire avant. Voilà. Et moi, je m'en félicite. Et si je peux me permettre, un peu d'autopromo, j'ai fait une enquête sur ces compromissions avec les indigénistes sur les municipales, dans le Figaro Magazine. Et qu'on peut trouver encore. On peut trouver encore, il faudrait juste que je vous retrouve la date, c'était avant le premier tour évidemment. Allez, on se retrouve dans un instant décidément, et c'est pas mal, c'est bien de faire des conversations aussi comme ça autour de sujets qui vous intéressent. On va parler de ce 14 juillet, hommage aux soignants, et puis Nicolas, vous aurez votre coup de gueule, ne vous inquiétez pas, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Alors Nicolas Corato, coup de gueule. Oui, je vais essayer d'être rapide. C'était au départ un tout petit coup de gueule. Je me suis même demandé si j'en faisais pas trop, si c'était pas anecdotique. Puis plus j'y réfléchis, plus j'ai envie de pousser un très gros coup de gueule. Le président de la République a écrit, a envoyé un courrier au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le 3 juin, c'est avant-hier, qui, moi, me pose un vrai problème. Alors, je vous lis juste les dernières phrases, mais en gros, il lui dit, voilà, la crise nous impose de réfléchir à l'après, etc. Et ensuite, il lui envoie une mission. Donc, vous pourriez rechercher utilement les convergences possibles en termes de politique et d'initiative nationale. Je souhaite que vous puissiez mener les consultations les plus larges pour déterminer, patin couffin. D'ici un mois, vous pourriez me remettre vos conclusions pour contribuer à l'élaboration indispensable du nouveau dessin français. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette lettre, je me suis dit, bon, après tout, c'est une lettre de mission comme on en voit très souvent dans la République française. Sauf que le destinataire de cette lettre de mission est le président de l'Assemblée nationale, dont je rappelle que normalement, alors je sais que je vais paraître naïf, la Constitution définit que le pouvoir législatif est quand même très séparé du pouvoir exécutif. Et là, on a un président de la République qui envoie une lettre de mission au président de l'Assemblée nationale, qui d'une certaine manière considère Richard Ferrand comme un expert parmi d'autres, à qui on demanderait de réfléchir, qui considère peut-être que le Parlement n'est rien d'autre qu'un think tank de l'Élysée qui permettrait peut-être d'occuper quelques 500 députés. Voilà, donc je réagis par rapport au coup de cœur de Pierre Jacquemin. Parfois, on voit le meilleur à l'Assemblée nationale. Et là, je trouve que dans ce courrier, il y a le pire de notre pratique institutionnelle et du dévoiement de la séparation des pouvoirs. Voilà. Oui, c'est pas le pire, c'est de l'inédit. Ça m'avait totalement échappé. Mais c'est insensé. C'est insensé, et ça prouve aussi la fébrilité qui saisit Emmanuel Macron à l'heure de dire quel est ce grand changement, cette réinvention qu'il nous a promise. Oui. Oui, Frédéric Dabi, sur ce point. Rapidement, ça m'avait échappé aussi. Et cette lettre est en parfait décalage avec les attentes des parlementaires. L'IFOP vient de réaliser une enquête inédite avec Interrel. On a consulté l'ensemble des parlementaires français, ça ne se fait jamais. On a eu presque 150 réponses, donc un parlementaire sur 6 s'est prononcé. Et leur première attente pour le Parlement de demain, c'est de mieux contrôler le pouvoir exécutif et d'être moins sous la coupe, si je puis dire, du gouvernement. Allez, on va passer donc à cette annonce hier, défilé militaire annulé, évidemment en raison de l'épidémie de Covid, et la fête nationale sera remplacée donc par une cérémonie limitée à 2000 personnes sur la place de la Concorde pour rendre hommage aux militaires et aux soignants mobilisés pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, enfin pas un paradoxe, est-ce que vous comprenez cette décision, et comment est-ce que les soignants vont répondre? Moi, j'en ai vu plusieurs qui étaient très en colère et très énervés. Je voulais avoir votre sentiment, essayer de comprendre cette décision du président de la République, Nicolas Corato. On va au bout de la métaphore guerrière du président de la République. Il nous a déclaré que c'était une guerre, et il finit par inviter les soignants à un défilé militaire. Je pense qu'on est dans une logique. On voit bien que ce président n'a pas changé de ligne éditoriale, je dirais, si je peux me permettre. Oui, la difficulté, c'est que quand vous interrogez les soignants, ils vous disent, mais nous d'abord, on n'était pas en guerre, et puis surtout, on a fait notre métier.
C'est-à-dire qu'on a fait notre métier comme plein d'autres Français pendant cette période-là, notre métier étant de soigner des gens, d'autres Français d'être aux caisses des supermarchés, d'autres d'aller télétravailler chez eux. D'une certaine manière, qu'est-ce qu'on viendrait faire dans ce moment très étrange où on ne sait pas qui sert qui? Est-ce que c'est le président de la République qui met à l'honneur les soignants, ou est-ce que ce seront les soignants qui mettront à l'honneur ou qui peut-être feront un peu pour l'honneur du président de la République? Donc il y a bien entendu certainement un coup de com et une volonté d'instrumentalisation. Je pense que personne n'est dupe, ni les soignants, ni les Français qui regarderont peut-être cette cérémonie. Après qu'on organise une cérémonie le 14 juillet pour faire un défilé militaire en version réduite, moi ça me choque pas du tout, et au contraire je pense qu'il faut garder, si on le peut, un moment de concorde nationale et nos traditions républicaines. Mais le dévoiement dans l'intérêt du gouvernement et du président de la République, ça me semble quand même un peu trop gros. Oui, Judith. Oui, moi j'approuve globalement, et je rajouterais une contradiction. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé le maintien la fête de la musique, c'est le 21 juin, donc bien avant le 14 juillet. S'il y a eu l'occasion de rassemblements massifs, et Franck Riester a précisé que les événements auraient lieu y compris à l'extérieur, c'est bien celle-là. Hein. Ça vaut bien le 14 juillet, peut-être avec des beuveries en plus qu'on voit moins le 14 juillet. Donc je voudrais comprendre la logique. Oui. Frédéric Dabi, oui, en termes de communication et de décision politique. Oui, et surtout, moi je trouve que c'est dangereux de continuer, pour reprendre ce qu'a dit Nicolas, de filer cette métaphore guerrière, parce que les Français l'ont très très mal compris. On le voyait dans nos suivis, nos indicateurs hebdomadaires, IFOP, Fiducial pour Sud Radio et CNews, que les Français nous disaient oui, on dit que nous sommes en guerre, et ceux qui sont au front, les soignants, sont extrêmement mal armés. Et au-delà de la critique sur le gouvernement qui a caché des informations, l'autre pense, si je puis dire, de la mauvaise gestion perçue de la crise gouvernementale, de la crise du Covid par le gouvernement. C'était le sentiment que les hôpitaux, les soignants n'avaient pas les moyens justement de faire face au Covid-19. Donc c'est, je dirais, c'est prendre le risque de réactiver une critique à l'œuvre chez les Français qui s'est pas mal atténué avec le déconfinement qui est plutôt jugé réussi, et peut-être de se mettre de nouveau à dos les soignants. On se souvient quand Emmanuel Macron est allé à l'hôpital de la Pitié, il a été interpellé sur la fameuse médaille. Donc on est toujours sur du symbolique, du commémoratif, et qui me paraît en décalage avec ce que veulent les Français et ce qu'attendent peut-être les soignants. Oui, Pierre-Jacques Morin. Oui, moi, peut-être au risque de vous surprendre, je suis assez satisfait. Je me réjouis même de la décision d'annuler ce défilé militaire. Ça fait longtemps que je suis convaincu que ce défilé militaire est totalement obsolète, totalement obsolète, et sans doute d'ailleurs d'autant plus obsolète que ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vit encore, c'est-à-dire la crise sanitaire, nous montre que ce qui fait la puissance d'un pays, ce qui fera la puissance d'un État demain, c'est pas sa puissance militaire, c'est sans doute sa puissance sanitaire, justement. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on doit réfléchir à comment vit une société, et on l'a vu en étant confiné, on l'a vu avec le risque qui pèse encore aujourd'hui de ce que peut être une pandémie sur nos vies, de ce que peut provoquer une pandémie sur nos vies. C'est que tant qu'un pays n'est pas en capacité de faire face à une crise sanitaire, eh ben, c'est pas un pays puissant. On peut pas dire que c'est un pays puissant. C'est pour ça que je pense que les indicateurs, je l'ai déjà dit dans cette émission d'ailleurs, c'est les indicateurs qui sont nos indicateurs habituels de croissance, de PIB, ne sont plus de militaires, les indicateurs militaires, ne sont plus des bons indicateurs. Les bons indicateurs, c'est le bien vivre, c'est la question de la santé, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut creuser justement de nouveaux indicateurs. Après, effectivement, l'annulation du défilé, on comprend votre position. Après, rendre hommage aux soignants qui ne sont pas forcément très contents de tout ce qui a été fait. On rappelle qu'ils manifestaient quand même, ils étaient dans la rue juste avant le Covid. Et juste après, le mercredi, dès le mercredi qui a suivi le déconfinement, le mercredi, il y a eu un rassemblement devant l'hôpital Robert Debré. Avec des soignants qui exigeaient, pas grand-chose d'ailleurs, qui exigeaient à la fois des lits supplémentaires pour les hôpitaux, des augmentations de salaire et la fin de la technocratie dans l'hôpital public. Parce que je crois que s'il y a une chose qu'on doit avoir compris pendant cette période, c'est que si l'hôpital public a tenu, c'est parce que les soignants ont pris le pouvoir. Les soignants ont pris le pouvoir parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'on n'imaginait pas être en capacité de faire, c'est-à-dire de libérer des lits. On n'avait que 5 000 lits, on en a
récupéré quasiment 15 000 en un temps record, mais pas parce que les technocrates ont géré l'administration hospitalière, parce que les soignants et les médecins ont repris le pouvoir. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Après, Frédéric a raison de dire qu'il y en a ras-le-bol de cette symbolique, que ce soit les médailles, que ce soit ce discours qui va être fait par Emmanuel Macron ou ce moment de commémoration où on va saluer le travail des soignants. Non, les soignants, depuis le discours d'Emmanuel Macron devant l'hôpital militaire de Mulhouse, où il nous avait promis un plan colossal pour l'hôpital public, on attend les éléments chiffrés de ce que ça va être une augmentation de salaire pour une aide-soignante, de ce que ça va être une augmentation des budgets pour l'hôpital public pour permettre d'avoir des lits supplémentaires, pour pouvoir anticiper les crises à venir, sans doute. Et c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Et peut-être d'ailleurs, il profitera de ce moment-là pour annoncer des choses. Et je le souhaite parce que la déception va finir par être très grande. Il y a une grande mobilisation qui est prévue avec les soignants le 16 juin prochain, qu'il faut soutenir. Il ne s'agit plus que d'applaudir maintenant. Les gens qui applaudissaient, moi, j'ai applaudi évidemment comme tout le monde parce qu'il y a eu un élan on fait un signe de démonstration aux soignants pour dire on est là, on est avec vous, on vous soutient. Dès le 11, bon, peut-être que je ne vis pas dans le quartier qu'il faudrait, mais dans mon quartier, dès le 11, les gens n'applaudissaient plus les soignants. Comme si, en fait, ils s'étaient auto-applaudis de leur super effort qu'ils avaient fait d'être confinés chez eux. Moi, ça m'a frappé et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité que la société entière se mobilise justement pour les soignants qui demandent justement un soutien du peuple français sur les revendications. Donc quoi, gadget, ce 14 juillet, mais en termes de com, c'est pas très habile non plus. Ils risquent de se le reprendre en boomerang. Sans doute. Non ? Je pense que ce gouvernement ne joue que sur la communication et même ils ont fait la démonstration, je pense, qu'ils étaient en train de gérer sans vraiment gérer. On a vu toutes les contradictions qui ont été prises par ce gouvernement et là, encore une fois, on s'est mis de se mobiliser, de peut-être annoncer des choses, de prendre des décisions et comme le disait Judith, on ouvre le 21 juin avec des événements extérieurs et en même temps on décide d'arrêter le défilé militaire. Il n'y a rien de cohérent. Il n'y a rien de cohérent. Comment c'est perçu, Frédéric Dabi, par les Français, vous qui êtes le nez dans l'opinion des Français? On a plutôt c'est vrai qu'on peut voir des manques de cohérence, mais on a plutôt depuis le 11 mai un vrai retournement de l'opinion publique. Valérie, on suit chaque semaine dans notre balise hebdomadaire le suivi du déconfinement et je suis frappé par le contraste entre le regard extrêmement sévère qu'on voyait semaine après semaine sur la gestion du confinement et le fait que les choses s'améliorent très fortement sur le déconfinement. On était encore à 35% de confiance avant le 11 mai et en 3 semaines, on est passé presque à 1 Français sur 2 qui considère que le gouvernement réussit ce déconfinement. C'est lié bien sûr à l'absence de rebond de l'épidémie. Ça n'empêche pas une très forte inquiétude sur les conséquences économiques à venir. On n'est pas du tout sur le contexte de 2008 où l'augmentation du chômage venant quelques mois après a vraiment saisi les Français. Mais clairement, je ne dis pas qu'il y a une euphorie, mais il y a un optimisme qui remonte de manière spectaculaire. C'était également notre balise de ce matin, où en 3 semaines, on est passé de 29% d'optimistes à presque 42%. Il y a quelque chose qui se passe, mais ça n'empêche pas que les Français n'ont pas oublié ce qu'ils ont perçu comme une gestion extrêmement chaotique de la crise. Et peut-être, Valérie, je voudrais ajouter une chose. Le sort de notre système de santé, il ne va pas se jouer le 14 juillet, place de la Concorde. Il se joue actuellement avenue de Ségur, dans le fameux Ségur qu'a lancé Olivier Véran, qui est cette espèce de Grenelle, pour ne pas l'appeler comme ça. Mais quand on regarde, pour rebondir sur ce que disait Pierre Jacquemin, comment est organisé et par qui est organisé ce Ségur? Il est organisé par, pardon de le dire, les technocrates, qui, d'une certaine manière, ont fait défaut dans la gestion de la crise. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout tiré les leçons. Ceux qui sont en train d'organiser les conditions de sortie de notre système de santé du Covid-19 sont ceux-là même qui ont été incapables de le gérer et qui ont habilement ou de force laissé la main aux soignants pour s'organiser eux-mêmes et pour faire face avec succès à l'épidémie. Donc voilà, aujourd'hui le monde d'après ressemble complètement au monde d'avant et un Ségur, ça ressemble à un Grenelle. C'est-à-dire qu'au final, moi j'ai peur qu'on n'en retire pas grand-chose à part encore d'une fois des lois d'orientation, des lois de programmation comme on en a connu pendant des années et qui nous ont menés dans un système complètement comptable et financier où on a compté des sous et pas des hommes et des femmes qui venaient se faire soigner dans nos systèmes de santé. Oui, à voir effectivement. Sur cette histoire de technocratie qui est pas mon dada, mais comme je l'ai vécu de près, que ce soit quand j'ai travaillé à la mairie de Paris, à Radio France ou même dans les ministères,
il ne s'agit pas d'être anti-énarque ou d'être anti-technocrate. Je pense que moi, je dois beaucoup à d'ailleurs ces gens qui m'ont formé, qui m'ont appris, qui m'ont beaucoup enseigné. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut arrêter ce monde de technocratie, mais il faut faire en sorte que cette technocratie n'ait pas le pouvoir. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la technocratie a pris le pouvoir partout. Elle l'a pris dans l'administration hospitalière, elle l'a pris aussi dans les ministères. Pardon, mais aujourd'hui, il n'y a pas un ministre qui a un exercice politique de sa fonction. Les ministères sont totalement pilotés par des super chefs d'administration et qui ne sont pas des politiques. Et aujourd'hui, la politique a déserté et c'est ça qui est problématique et c'est ce qu'on a vécu dans cette période. On a vu un Premier ministre qui, certes, était rassurant, mais qui était aussi un grand technocrate qui a su organiser les choses. Mais je suis désolé, on n'a pas besoin d'un grand technocrate à la tête de ce pays. On a besoin de gens qui pensent et qui ont une vision des choses. Et je pense que ce gouvernement... L'un n'est pas incompatible. Non, les technocrates peuvent aussi penser, non? C'est vrai, Valérie, vous avez raison. Et je ne pense pas que ce gouvernement nous ait fait la démonstration de sa grande perspective ou de sa grande capacité d'imagination. On va y revenir. On va parler justement d'Édouard Philippe. Frédéric Dabi nous en dira un petit peu plus sur sa cote de popularité. On parle d'un remaniement, d'un départ d'Édouard Philippe. Est-ce que c'est une bonne chose? On en parle dans un instant avec vous. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Alors, nous parlions du cas Édouard Philippe, 3 ans en fonction. Il est visiblement, Frédéric Dabi, plutôt en cours auprès des Français. Enfin, les Français l'aiment plutôt bien, Édouard Philippe. Et pourtant, il semblerait, alors on ne sait pas la réalité des choses, mais qu'Emmanuel Macron n'ait pas très envie de le conserver à Matignon. Ça va être compliqué, ce remaniement ? Alors, ce remaniement, je n'en sais absolument rien, puisqu'on sait que c'est une décision du président. Et on a vu des premiers ministres très, très populaires par le passé qui avaient été congédiés. Jacques Chaban-Delmas par Pompidou, ou plus près de nous, Michel Rocard par François Mitterrand. Ce qui est vrai, et je rebondis sur ce que vous dites, Valérie, que Édouard Philippe connaît même un véritable petit état de grâce. Quand je prends notre dernier baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, pour la première fois depuis 2 ans, il est repassé avec une majorité d'approbation de son action, 53%. Ce qui est notable, c'est que jamais l'écart d'approbation entre lui et Emmanuel Macron a été aussi fort. Il y a 13 points d'écart. Et clairement, on voit les atouts d'Édouard Philippe pour Emmanuel Macron. C'est son atout droite. Il a 3/4 de soutien dans l'électorat Fillon ou chez les sympathisants des Républicains. Et le mécanisme que l'on voit à l'œuvre, malgré le regard très critique sur la gestion de la crise, c'est une image d'Édouard Philippe qui se construit en rupture ou en décalage avec celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est jugé déconnecté, peu proche des Français. C'est un atout sur lequel Édouard Philippe capitalise. Il inspire confiance pour une majorité de Français. Voilà, le baromètre qu'on vient de publier ensemble hier est particulièrement spectaculaire de ce point de vue-là. Ça peut bien sûr agacer à l'Élysée, je n'en sais bien sûr absolument rien, mais il y a quand même un vrai espace politique qu'occupe Édouard Philippe. Et avant de le congédier pour un nouvel acte du quinquennat, on voit bien les risques pour le président actuel. Judith Weintraub. Il faut ajouter à cette analyse que c'est très compliqué de promettre en même temps un changement de politique, une réinvention, puisque ce sont les termes utilisés par Emmanuel Macron, et de garder son Premier ministre, aussi populaire soit-il. Changer de politique sans changer de Premier ministre, ça a été essayé, notamment par François Hollande, quand il a changé de politique en gardant Jean-Marc Ayrault, ça a été une plantade totale. Tort ou à raison, pour les Français, un Premier ministre incarne une politique. Quand on change de politique, il faut changer le Premier ministre. Donc la question, c'est, étant donné qu'il est effectivement extrêmement difficile à Emmanuel Macron, qui reste impopulaire, de se séparer du ministre le plus populaire, du Premier ministre, de son gouvernement, quelle marge a-t-il pour donner à ce Premier ministre-là des indications d'un changement politique et pour lui faire appliquer un changement de politique? Et on a une auditrice qui dit qu'il vaudrait mieux que ce soit l'inverse, c'est-à-dire qu'Édouard Philippe congédie Macron. Je trouve ça assez drôle. J'allais justement réagir sur ce sujet-là, sur cette tendance-là. C'est une analyse politique qui vaut ce qu'elle vaut, mais on a quand même la sensation, quand on pratique un peu les cercles du pouvoir, le centre de gravité du pouvoir. Et ça date d'avant le Covid-19, mais le Covid-19 a accentué cette perception. Le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé à Matignon.
Et moi, alors je sais qu'on va pas être d'accord, mais pardon, dans les arbitrages quotidiens sur un certain nombre de textes, sur un certain nombre de projets de loi, on voit bien que c'est Matignon qui l'emporte. Et moi, je trouve que la puissance de Matignon aujourd'hui pose un problème au fonctionnement présidentiel. Première chose. Deuxième chose, le jour, et c'est bien le problème, c'est que je trouve qu'on a un Premier ministre tout puissant. Voilà, moi, c'est mon analyse de la situation. La deuxième chose, c'est que ce Premier ministre, si demain il sort du jeu, en tout cas il sort de Matignon, il devient immédiatement un candidat potentiel de la droite bien sûr, pour 2022. Bien sûr. Donc, garder un Premier ministre tout puissant, c'est compliqué parce que ça crée nécessairement des frottements avec l'Élysée. Le faire sortir, c'est hyper dangereux. Donc il y a une forme d'impasse politique dans laquelle est Emmanuel Macron, et je pense qu'il y a un vrai sujet sur ce qu'on appelle le remaniement. Moi, je suis pas persuadé que d'abord il est de quoi remplacer Édouard Philippe. Par qui? Par François Bayrou, qui a encore son histoire d'assistant parlementaire, par Bruno Le Maire, par Xavier Bertrand, par une ouverture, par François Baroin. Non, le sujet il est vraiment problématique. Et pour moi, c'est une impasse politique. Oui. Pierre, Jacquemin. Je partage exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il y aurait presque une faute politique pour Emmanuel Macron de changer de Premier ministre. D'abord parce que je ne crois pas qu'il y ait une vocation à changer de ligne politique quand même on vient de vivre une crise inédite. Je ne crois pas que la ligne politique de ce gouvernement va changer. Et donc, a priori, même si une tête nouvelle devait émerger à Matignon, et effectivement, je ne vois pas quelle tête nouvelle pourrait s'imposer aujourd'hui à Matignon de la manière, après, tout est possible. Édouard Philippe, personne ne le connaissait quasiment quand il est arrivé à Matignon, et il s'est imposé, donc tout est possible sous Emmanuel Macron. Mais je pense qu'il ferait une erreur politique parce que, effectivement, il est très haut dans les sondages. Je pense qu'il est assez apprécié parce qu'il est quelqu'un de très pédagogue. Quand Emmanuel Macron parlait de guerre, que nous étions en guerre, lui relativisait, il parlait pas avec ces mots très guerrier. Il a même plutôt contesté la rhétorique du président de la République, et que donc il a cette image effectivement, certes d'un homme de droite, mais beaucoup moins rigide qu'un Juppé, par exemple, je trouve, parce que d'abord il est drôle, il peut être drôle, Édouard Philippe, on le voit avec ses gants de boxe, il a un côté de droite, mais peut-être ce côté qu'on imaginerait voir progresser la droite sur le terrain du social. Peut-être que lui, il peut incarner ça, et je pense qu'effectivement sortir le Premier ministre aujourd'hui du jeu politique de ce gouvernement, c'est prendre le risque de donner à la droite effectivement le candidat qu'elle recherche pour 2022 et qui risque de causer. Je ne suis pas Bernie Sanders, mais je pense qu'un Édouard Philippe face à Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron arrive au second tour en 2022. Oui, mais ce que disait Judith, il y a un paradoxe, c'est-à-dire s'il veut changer de politique, il est obligé de changer de Premier ministre. Mais il ne changera pas de politique. Il changera pas de politique. Personne n'y croit au changement de la politique d'Emmanuel Macron. Il ne va pas faire. On voit bien les accords en plus. Là aujourd'hui, avec les accords des municipales, on voit ce qu'est l'identité, ce qu'est la colonne vertébrale de la République en marche. C'était censé être un parti politique. C'était censé être un mouvement politique qui allait chercher ses cadres dans les grands centres urbains. On voit que la République en marche ne marche pas dans les grands centres urbains. C'est une catastrophe à Paris, c'est une catastrophe à Bordeaux, c'en est une autre de manière différente à Lyon. Et en même temps, les accords qui sont noués aux municipales par la République en marche, c'est avec les partis de droite. Donc l'identité, elle est claire aujourd'hui. Il n'y a plus de et en même temps. Il n'y aura pas le et en même temps de gauche. Ça n'existera pas aujourd'hui. On voit bien que la ligne politique d'Emmanuel Macron est claire, elle s'impose, et ça sera une politique de droite. Donc changer de Premier ministre pour ne pas changer de politique, ça ne servira à rien, si ce n'est justement de se mettre des bâtons dans les pattes, parce que ça envoie peut-être un Édouard Philippe, encore faut-il qu'il en ait l'envie et l'ambition, sur le chemin de 2022. Oui. Je sais pas qui. Oui, on verra. On va attendre de voir ce qui se passe. Mais effectivement, c'est ce qui est aujourd'hui, en tout cas, dans le prudence, absolument. Il reste une minute. Je vous pose la question, est-ce qu'il faut aller plus vite dans le déconfinement, rouvrir les restaurants, en tout cas? Il faut surtout aller plus vite. Moi, il y a quelque chose que je trouve absolument scandaleux. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier du Monde sur les écoles, les ouvertures d'écoles en France. Plus de 40% des écoles sont ouvertes dans plusieurs départements. Moins de 10% des écoles sont ouvertes en Seine-Saint-Denis. Je trouve ça catastrophique. On parle effectivement de l'économie, des bars, des restaurants, c'est très important. Mais les enfants, franchement, il faut faire en sorte que là, sur les enfants, les parents ne veulent pas les envoyer non plus. Et
il y a aussi ces discours anxiogènes. Il faut justement sortir de ces discours anxiogènes. Et c'est pour ça que vous avez entendu ce qu'a dit Judith, et les profs ne veulent pas venir, Pierre. Mais c'est pas vrai. Mais d'abord, c'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout. Mais ouais, si vous faites des enquêtes, allez faire des enquêtes avec les maires justement des communes de Seine-Saint-Denis, Judith, et vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Ils n'ont pas les moyens. Mais je vous assure, je vous ai pas entendu pour faire mon métier, y compris sur le terrain. C'est gentil, vous m'apprenez de conseils, mais... Judith, je vous dis juste que je suis allé rencontrer des maires et ils me disent qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens d'ouvrir des salles de classe, ils n'ont pas les moyens d'avoir le personnel pour faire Non, mais justement, donc il faut aller dans ça sur les écoles, on y reviendra parce que le sujet est effectivement assez grave et compliqué. Rapidement, Nicolas, vous êtes pour un déconfinement plus rapide, ouvrir les restaurants en région parisienne, les écoles un petit peu partout en France? De toute façon, j'ai l'impression que la population va plus rapidement que les règles. On va plus rapidement. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à Paris, j'ai l'impression que tout est parti. Maintenant que les règles viennent reconnaître ce qui se passe dans la réalité. Effectivement, il faut aller plus vite. Et puis, il faut surtout aller plus vite dans le domaine culturel. Et je rejoins Pierre. C'est quand même étonnant de réunir 2000 personnes place de la Concorde le 14 juillet et d'avoir interdit certains festivals cet été. Ouais. Dernier mot, Frédéric Dabi. Qu'en pensent les Français? On voit l'enquête sur la gestion du déconfinement. Les Français attendent une accélération et on voit comme l'inquiétude sanitaire s'est effondrée. Ouais. Merci à tous les quatre. Très bon week-end. Vous retrouverez dans un instant André Berkoff dans tous ses états. Il sera très en forme, je n'en doute pas. Très bonne journée à vous et on se retrouve lundi sur Sud Radio. Bon week-end.